Donc on reprend le TP. Donc là on a vu rapidement donc les différentes instructions qui sont utilisées donc pour définir, modifier les paramètres réseau donc d'un ordinateur sous Linux. Alors on peut utiliser le fichier, l'application Nano hein, pour modifier. Moi j'utilise plutôt VI. Là c'est vraiment selon les habitudes. Le fichier etc/resolve.conf. Et puis là on nous demande à l'aide uniquement de la commande IP et du fichier etc /resolve.conf, eh bien remplir le tableau suivant. Et bien d'abord donc pour récupérer les informations sur l'interface, eh bien on peut tout faire en une fois avec IP ADDR puisqu'on aura donc plein d'informations. Donc on voit que c'est le ENP 0S3, donc le nom de l'interface c'est ENP 0S3. L'adresse IP, eh bien on l'a ici, 192.168.3.124. 192.168.3.124. Le masque de réseau, eh bien on l'a puisque c'est un /24, donc ce sera du 255.255.255.255.0. L'adresse de la passerelle, eh bien là on l'a pas et on a vu que pour la récupérer, eh bien il fallait faire, on pouvait faire un IP route. Voilà, et là ici on récupère donc notre passerelle, c'est 192.168.3. 168.3. Alors, point 3, ici, point, dans notre cas, hein, point 33. Et puis par contre, pour le DNS, eh ben, on a vu que il fallait aller dans le fichier etc et resolve.conf et que là, on a nos deux name servers. Donc on a deux serveurs ici, 193.110, donc qui ont été donnés hein, par le serveur DHCP et 185.253.5.1. Voilà donc nos deux serveurs DNS. Alors tout ça on a obtenu avec quelles commandes. Donc les commandes exactes, eh bien ici on va les mettre là. C'est IP ADDR. Ça c'est la première commande donc qu'on a saisie. La deuxième commande qu'on a saisie c'était IP route. Donc ça c'est pour la passerelle. Et puis on fait un cat etc/resolve.conf et ça va nous donner le serveur DNS de la machine. Voilà, donc les informations qu'on a récupérées, donc on a celle-ci et puis ici cette partie-là. Donc maintenant on nous demande à l'aide de la commande IP modifier l'adresse IP et la passerelle par défaut, vérifier que les modifications ont bien été prises en compte. Alors là il fallait demander à l'enseignant. Bon, nouvelle passerelle par défaut. Écoutez, on va juste voir comment est-ce qu'on peut les modifier. Donc ici, eh bien, on a vu que, je vous rappelle, pour modifier une adresse IP, ce que l'on va faire, c'est qu'on va préciser, en fait, ici, on doit supprimer l'ancienne adresse sur son interface et ensuite ajouter la nouvelle. Donc on va le faire. On fait un IP ADDR del, donc 192.168.3.124. 124/24 et on précise l'interface, donc ENP 0S3. Voilà. Alors l'opération n'est pas permise parce qu'effectivement donc je suis pas route. Donc là il faut effectivement que je me mette en compte route. Hein, donc SU espace route. Voilà pour pouvoir le faire. Donc on va faire un IP ADDR tel 192.168.3.124/24 sur l'interface ENP0S3. Voilà. Si je fais maintenant mon demande pour avoir sur cette interface une adresse IP ENP0S3, eh bien je vois que là j'ai plus d'adresse IP, en tout cas j'ai plus d'adresse IP V4. Oui, aussi j'ai oublié de dire que vous pouvez rajouter un IP-4 ici.
hein, pour avoir les adresses IP en V4. Bon, là, on voit clairement qu'on n'a rien. Maintenant, si je veux ajouter, donc ça va être un IP ADDR, add 192.168.3.128/24 pour l'interface ENP0S3. Voilà. Et si maintenant je redemande mon adresse IP, eh bien je vois effectivement que j'ai bien obtenu une adresse IP ici. Hein. Voilà, donc on a ici donc modifié l'adresse IP de notre machine. Bien, donc maintenant si je fais un ping sur Google par exemple .fr, bon, je vois que j'ai un échec parce que j'ai pas de résolution de nom de domaine, donc j'arrive pas à atteindre le serveur DNS. Donc là, j'ai deux possibilités. Soit j'ai pas de serveur DNS de défini, mais on va aller dans cat/etc/resolve.conf et on voit bien qu'on a toujours nos deux serveurs de domaine, nos deux serveurs DNS qui sont définis. Donc ça doit venir d'ailleurs et on va faire un IP route. Et puis là, on voit qu'on n'a plus de route par défaut. Hein. On voit bien que si on veut aller sur le réseau 192.168.3.0, on va bien passer par la nouvelle adresse. Mais par contre, ici, on n'a plus de route par défaut. Et donc, comment on fait pour ajouter une route par défaut? Eh ben, c'est un IP route add. Et puis maintenant, on va rajouter donc euh, notre notre nouvelle passerelle default. Donc pour tous les réseaux default via 192.168.3.33, qui est notre ancienne, toujours le routeur qu'on avait tout à l'heure, qu'on va remettre et donc qu'on va récupérer. Et donc là, si on valide, on va faire un IP route. Eh bien, on voit qu'on a récupéré donc notre ancienne route. Et normalement, si je fais un ping de google.fr, eh bien là, j'ai bien la résolution donc de mon nom de domaine. Pourquoi? Parce que j'ai récupéré ma passerelle et donc j'ai la possibilité ici de sortir. Voilà. On va ici donc indiquer en fait les commandes qu'on a utilisées. Donc on a fait tout d'abord on a fait un IP ADDR IP. Alors on va mettre du hashtag puisque ici on est en compte route. Hein, IP ADDR del 192.168.3.124/24 device ENP0S3. Après, on a rajouté donc ici l'adresse en 128, puisqu'on voulait utiliser celle-là, on savait qu'elle était libre. Par contre, ici, on n'a plus d'accès vers le routeur. Il n'y a plus de route par défaut. D'accord. Et donc, pour l'ajouter, pour la remettre, on utilise la commande suivante, donc IP route add default via 192.168.1.128. Voilà. Et donc là, avec tout ça, eh bien, on récupère en fait la possibilité d'accéder sur le réseau. Alors bien sûr, s'il fallait changer le serveur DNS, hein, il est évident qu'on changerait le fichier etc/resolve. Hein. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ces informations-là, vous voyez, je vous rappelle, mon IP ADDR, j'ai bien l'adresse 192.168.3.128, je l'ai défini, je l'ai modifié, je fais un IP route, j'ai bien les routes qui fonctionnent, mais regardez bien, on va redémarrer la machine, donc je reboot simplement la machine, et on va voir ce qui va se passer. Eh bien, c'est qu'en fait, les données que l'on vient de mettre, elles ne sont pas persistantes. On reconnecte avec le compte Bob, puis Bob.
Et bien ici, si je relance IP ADDR, j'ai récupéré quoi comme adresse IP? Ben, l'adresse IP que j'avais précédemment, 192.168.3.124. Bien sûr, si je fais un IP route, la passerelle sera toujours la bonne, mais en passant par l'interface 192.168.3.124. Voilà, donc ce qu'on constate, c'est que finalement, les modifications qu'on vient de réaliser, elles ne sont pas persistantes. Donc qu'est-ce qu'on peut constater? Connecter avec le compte route, puis vérifier. On n'a pas besoin d'être sur le compte route pour vérifier les adresses. Eh bien, on retrouve ici, hop, la configuration initiale. Les modifications sont perdues. Voilà, donc à l'aide de l'éditeur en ligne Nano, modifier le fichier de configuration afin de définir une adresse IP statique. Alors, bien, j'ai relancé la machine parce que j'ai vu que dans mon fichier de configuration, à force de modifier les configurations, j'avais un petit souci dont je vais rapidement vous parler. Donc ici, je vais me reconnecter donc sur la machine virtuelle en Bob. Donc ça redémarre. Alors, notre objectif, c'est de modifier et de rendre permanentes en fait les adresses IP. Alors ici, si je fais un IP ADDR, voilà, j'ai une nouvelle adresse IP qui m'a été donnée par le serveur DHCP parce qu'à force de le redémarrer, il y a sans doute quelqu'un sur le réseau qui a pris l'adresse IP que j'avais initialement, qui était la 192.168.3.124. Bon, maintenant on a la 192.168.3.130. Alors en fait, on avait un petit souci, je vous le montre, dans ETC interface, c'est à force de network, de modifier les fichiers, eh bien, voilà, j'ai pas vu qu'il y avait un élément qui me manquait. C'est en fait ici, vous voyez, eh bien, j'avais pas l'autre tiré de plug, ce qui fait que quand je démarrais, que je redémarrais l'interface, eh bien, l'adresse IP elle se modifiait pas. Bon, donc voilà, ce truc-là, il est trouvé. Donc là maintenant, c'est bon. Donc je vous rappelle, on récupère bien ici. Donc si je fais un cat / etc, alors je vais récupérer cat. Oh là là. Voilà, vous voyez bien que je suis ici défini donc en DHCP. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'en fait, on va aller modifier donc l'adresse IP de manière dynamique. On a vu que quand on a modifié l'adresse euh, à l'aide des commandes, eh bien, si on reboot, eh bien, en fait, on récupère le paramétrage précédent. Là, on était en DHCP, donc on a récupéré une adresse IP par l'intermédiaire d'un serveur DHCP. Et là, ce qu'on veut maintenant faire, c'est la modifier et que cette modification reste persistante. Donc d'abord, on va se connecter sur un compte route parce que pour modifier les paramètres d'interface, il faut être sur le compte route. Donc je vais préciser maintenant le mot de passe. Voilà. Et puis, eh bien, maintenant, je vais simplement... Alors, on va utiliser Nano pour modifier le fichier interface. Voilà, qui se trouve là. Donc, on descend. Ici, ça, on va enlever le DHCP et puis on va mettre à la place statique. Et je vous rappelle, maintenant, on va définir la nouvelle adresse. Donc, 192.168.3.128. Le netmask, le masque de réseau, MASK, donc 255.255.255.0. Et puis maintenant, on va préciser la passerelle gateway. Donc la passerelle qui sera 192.168.3.3. On remet la passerelle qu'on a ici sur notre réseau. On sauvegarde, CTRL O, CTRL X pour quitter. Et si je fais ici un IP ADDR pour vérifier, ben je vois que mon adresse IP, en fait, elle n'a toujours pas changé. Je vais faire un IP -4 pour voir que la partie IP V4 ADDR. Hop. Vous voyez bien que ici, je suis bien en 192.168.3.130, c'est-à-dire ce qui avait été donné. Bon, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que j'éteigne l'interface et que je la remette. Donc là, on a une commande qui s'appelle ifdown. Interface, on va la mettre à down, donc le ENP0S3. Voilà, donc on voit bien qu'on n'est plus connecté au réseau puisqu'on a éteint en fait l'interface réseau. Et bien sûr, up pour la remettre, donc if up.
ENP0S3. Voilà, on est en train de la remettre et on voit ici d'ailleurs qu'on a récupéré donc une adresse IP. Donc maintenant, si je fais moi la commande IP-4 ADDR, eh bien je vois que j'ai bien récupéré une adresse IP 192.168.3.128. Si on fait un ping maintenant de google.fr, on voit qu'on y accède. Ça veut dire que, eh bien en même temps, la route a bien été modifiée. Si je fais un IP route, hein, j'ai bien ma route par défaut qui elle est bien 192.168.3.33 et quand je vais aller sur le réseau le 3.0, eh bien je passe par l'interface. Donc on voit bien qu'ici les modifications ont été prises en compte. On va redémarrer la machine pour voir si par contre on retrouve le même souci que précédemment ou si pour cette fois eh bien on conserve nos paramètres. Donc, pendant que la machine redémarre, eh bien ici c'est on modifie le fichier /etc /network /interface et on définit donc les paramètres, je les remettrai après. Donc ici je reviens sur Bob, je vous rappelle que l'adresse IP qu'on a définie c'était l'adresse IP 192.168.3.128 et donc on va voir si c'est bien ce qu'on a récupéré. Alors ici je vais faire un IP et -4 ADDR. Eh bien, vous voyez que les paramètres sont toujours là. Je peux pinguer vers l'extérieur, pinguer .fr et celui-ci répond. Voilà, donc là on a vu comment définir de manière persistante donc nos paramètres réseau. Donc je vous rappelle, ici on modifie donc le fichier etc/network.interface. Comment est-ce qu'on le modifie? 4/etc network/interface. Et bien d'abord on va préciser le hello plug. On a fait un hello. Alors je vous rappelle, pour pas faire comme moi, un hello hot plug ENP0S3. Puis ensuite on va définir l'interface eFace ENP. Donc on donne le nom de l'interface inet statique. Voilà. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à définir l'adresse 192.168.3.128 dans notre cas, le netmask. Le netmask donc, qui était 255.255.255.0 et enfin on termine avec la gateway. Donc ici qui sera 192.168.3.33. Bon dans notre cas, allez on va laisser ça. Et il faut éteindre et rallumer l'interface. Eh bien, on a pour ça deux commandes. C'est if down enp0s3 et puis ensuite on fait un if up enp0s3 et ensuite si on vérifie, eh bien on a les bonnes adresses IP, c'est-à-dire celles qu'on a modifiées. Voilà, donc ici on peut dire que les paramètres sont devenus persistants. Voilà. Voilà, donc écoutez, là on est capable maintenant donc de modifier des paramètres réseau. Alors on va voir une petite chose en plus là que j'ai décidé donc de rajouter sur le TP, c'est on va d'abord exécuter deux pings pour vérifier si des sites sont accessibles. Je vais faire ici un ping mon site, c'est comme ça. Alors attendez, je le reprends. Mon site bts1.fr. Voilà, mon site bts1.fr. Bon, et là on me dit que le nom de service, enfin voilà, en tout cas mon site, on le retrouve pas. Si je fais la même chose avec mon site de .fr, eh bien je vois que ça ne répond pas non plus. Donc est-ce que ces sites sont assez accessibles? Eh bien non, non. Donc on fait des pings, tout simplement, on ping mon site 1 bts.1, mon site bts1.fr et
Ben, pas de réponse. Pas de réponse. Hein. En fait, on n'a rien. Enfin, on a un message d'erreur. Et pareil pour le deuxième. Non. Donc ces sites ne sont pas accessibles. Voilà. Alors maintenant, on nous demande simplement ici bah, d'afficher. Alors j'ai mis ces adresses-là, on aurait pu en mettre d'autres. Hein, d'aller écrire dans etc/host ces adresses-là parce que c'est des adresses qui fonctionnent. Donc on va aller. Encore une fois, il faut se mettre sur le compte route. Hein, et on va aller modifier les fichiers dans etc host et ici on va rajouter donc 208.67.220.220 et on rajoute donc mon site bts1.fr. On peut mettre sur la même ligne, donc là on va aller plus vite. Hein. Mon site bts2. Mon site bts2.fr. J'essaie de ne pas me tromper. Je sauvegarde. Bon, là, vous avez vu, j'ai utilisé VI parce que je le préfère. Je trouve qu'il va plus vite. Et ben, regardez bien ce qui va se passer maintenant. Euh, euh, je vais simplement pinguer mon site 1. On avait la commande. Non, on l'a pas puisque elle n'a pas été sauvegardée puisque elle n'a pas fonctionné. Mon site bts1.fr. Et bien, regardez. Oh, je me suis trompé, donc j'ai pas de réponse parce qu'en fait l'adresse n'est pas la bonne, c'est pas 208.62. Donc et ici, j'ai eu une petite interrogation. Voilà. Et donc maintenant, si je reping, là j'ai une réponse. Donc voilà, j'ai bien le 208.67.220 donc qui répond. Et ici, bah, si je fais le 2, euh, eh bien, il va répondre également. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? La première chose, c'est que initialement, on n'avait pas de, de serveurs qui répondaient. Pourquoi? Parce que simplement, bah, ces serveurs n'existent pas. Ce nom de domaine, mon site bts1.fr et bts2.fr ne sont pas, n'ont pas été n'ont pas été sauvegardés. On pourrait regarder d'ailleurs sur internet si ils étaient disponibles. Donc vous voyez en fait ici, à partir des serveurs DNS donc que j'avais définis, eh ben on peut pas trouver mon site bts1.fr parce qu'il n'a pas été défini. D'accord. On aura la même chose donc ici pour mon site de.fr. Bon, bah, il n'y a pas de domaine en fait, il n'existe rien pour accéder en fait sur ces deux sites. Donc en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que comment fonctionne en fait l'ordinateur lorsque vous voulez accéder à une adresse, à un serveur, à un domaine et que vous voulez résoudre un nom. La première chose qu'il va faire d'abord, c'est qu'il va aller regarder dans ce fameux fichier etc host. Hein, donc, et ici, c'est la première chose qu'il va faire, il va regarder, il va voir s'il y a une adresse IP qui est en lien avec les domaines qu'on a définis, hein, et bien à ce moment-là, il va prendre ces adresses-là, il va résoudre en fait les noms de domaines et les transformer en adresses IP définies dans le fichier host. Si c'est pas le cas, à ce moment-là, il va aller interroger le serveur DNS. Bon, quand j'exécute la commande nslookup, elle le fait pas. Elle va d'abord aller interroger les serveurs DNS qui ont été définis. Et donc ici, ce qu'on a fait, le fait d'avoir modifié ce fichier host, fait qu'en fait on lui a dit ah bah si, il y a quand même des sites. Hein. Donc ce qu'on va pouvoir donc indiquer ici, c'est à votre avis à quoi le fichier host est utilisé. Bien, il permet de convertir des noms d'hôtes en adresse IP et
Ça c'est important, ce fichier est consulté. On essaye toujours d'optimiser, hein, donc ce fichier est consulté avant d'effectuer une requête DNS. Donc ça c'est un élément important, c'est avant d'effectuer une requête DNS, on va aller regarder le fichier /etc/host. Alors à votre avis, pourquoi est-ce qu'il faut le protéger? Parce que si un pirate, hein, donc là c'est un élément important de sécurité, un pirate pourrait, ou un hacker, hein, pourrait modifier le fichier host tout simplement pour rediriger le trafic vers un autre serveur et faire à ce moment-là récupérer vos informations. Un autre serveur que celui attendu. Et donc la possibilité éventuellement de récupérer vos identifiants, vos mots de passe, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc ce fichier host, il est vraiment important de le surveiller. D'ailleurs, si vous regardez les droits, hein, ls-l/etc/host, alors j'ai pas les deux points, ls-l, ce sera mieux, voilà. Je n'ai que des droits en lecture, vous voyez, pour le groupe propriétaire et puis pour les autres utilisateurs. Bien sûr, ils peuvent le lire, hein, puisque quand ils lancent une requête DNS. Par contre, le seul qui a le droit de le modifier, ce fichier, eh bien, c'est le compte route. Hein. Et ça, c'est vraiment important, donc de protéger ce fichier-là. Alors, le fichier host, il existe également sous Windows. Donc voilà, ça c'est à retenir. Alors, comment est-ce qu'on appelle ce genre de d'attaque? Ça s'appelle ce qu'on appelle host file poisoning. Donc c'est empoisonnement. Poisoning, donc c'est ce qu'on appelle l'empoisonnement du fichier host, qui est également présent sur Windows. Hein. Ça se rapproche pas mal, hein, du DNS spoofing. Voilà, donc bien écoutez, là on a, je pense, terminé. Donc l'ETP. Peut-être une chose qu'on n'a pas vue, c'est la modification donc du serveur DNS. Donc on va aller juste le montrer. Donc là, si je fais un ping d'un site connu, hein, donc vous voyez, on a bien la résolution du DNS. Si je vais faire un VI otc/resolve.conf et ici je vais mettre juste un DNS, ici le 8888 8.8. Voilà. Eh bien, je vais refaire le ping de Google. Eh bien, voilà, là, je vois que ça passe toujours, alors que j'ai modifié. Bon, on n'a pas besoin ici pour ce... On va quand même le faire, ENP 0 S3. Donc voilà, on n'est plus connecté. Je n'affiche plus le message. Je vais demander pour être reconnecté. J'ai réactivé donc l'interface. Je vois bien là ici qu'elle est opérationnelle. Et si je refais le ping, eh bien, il est bien opérationnel. Et là, je passe bien par mon serveur DNS. On pourrait le regarder avec un TCP dump ou avec Wireshark, hein, pour voir que les requêtes DNS sont bien envoyées au nouveau serveur donc qu'on a indiqué. Voilà, donc rapidement, ce qu'il faut retenir, c'est l'ensemble des paramètres donc qu'on doit définir pour une machine, son adresse IP, son max de réseau, la passerelle et puis le serveur DNS. Ensuite, on peut le faire avec la commande IP, mais la commande IP elle est surtout utile pour récupérer les informations. Par contre, pour les changer, eh bien c'est pas évident, et puis c'est surtout que les modifications sont pas persistantes. C'est-à-dire que si on redémarre l'ordinateur, eh bien en fait il va falloir redéfinir à nouveau et manuellement ces comment
ces paramètres. Donc pour ça, ce qu'on utilise, eh bien, on modifie le fichier. Alors c'est sur Debian, hein, sur d'autres systèmes, eh ben ça va être c'est un autre fichier. Et sur Debian, c'est ETC Network Interface. Voilà un exemple de ce qu'il faut modifier, par exemple ici pour comment voilà, pour définir en fait les paramètres de réseau. Hein. Donc vous avez un hello-plug ONP0S3 et puis ensuite vous allez ici définir l'ensemble des adresses. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça aura été clair. Je vais poursuivre dans une autre vidéo donc la correction donc de l'installation donc d'un serveur web sur une machine Debian. Bien, je vous dis à très bientôt. Au revoir.